Dans la question de la semaine ce soir, le débat des éditorialistes de LVE avec Clément Le Fur. Bonsoir. Et bonsoir Clément. Et Ryoma Takeuchi qui est au téléphone. Bonsoir Ryoma. Bonsoir à vous deux. Alors, au programme ce soir, ce sera la suite du débat d'il y a 2 semaines qui était consacré à la révision de la loi de bioéthique. Juste pour rappel, et vous y aurez accès, bien sûr, on va vous donner le lien sur la vidéo pour la réécoute de ce débat vers le débat d'il y a 2 semaines, parce que j'ai pas envie que on passe trop de temps sur les sujets déjà développés, qui étaient en gros la PMA. Pour faire simple, on a surtout parlé de PMA. En fait, on a parlé que de ça, je crois. Presque. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, comme on a parlé que de ça, aujourd'hui, on va parler d'autre chose. Parce que la révision de la loi de bioéthique est bien plus large. Donc, dans un premier temps, cette semaine, on va terminer sur la question de la procréation. Donc, on va parler un peu GPA, entre autres. Puis, on va faire la fin de vie. Et si possible, mais je pense pas qu'on aura le temps, on va essayer de voir les autres sujets qui sont développés dans la révision de la loi de bioéthique. Pêle-mêle, je vous en donne. Il y a... Alors, le don d'organes, les neurosciences, le numérique, la génomique, l'environnement ou encore la recherche sur l'embryon. Si on a le temps, on en développera 1 ou 2 dans ces sujets. Mais au cœur, ce soir, c'est la fin de vie et la procréation. Et donc, on reprend sur la procréation. Tout d'abord, j'ai envie de parler de GPA, puisque déjà vous m'y aviez invité il y a 2 semaines, Clément, et que en fait on en a parlé, et puis c'est présent dans l'avis du CCNE. Le CCNE est opposé à un élargissement de la GPA. Alors, Clément, j'ai bien compris que vous étiez contre, c'est pourquoi j'ai envie de poser la question d'abord à Ryoma. Ryoma, pour ou contre la GPA? Pour faire simple. Pour moi, je suis favorable à la GPA. Dans quelle mesure? Pourquoi? Je suis favorable à la GPA dans la mesure où elle permet en fait à des couples qui auraient des difficultés d'un point de vue, physique ou d'un point de vue, d'un point de vue médical, à avoir des enfants. Ça peut être une manière de contourner tout simplement une petite contrariété de la vie qui autrement les pousserait peut-être à adopter des enfants, qui pousserait peut-être à adopter des enfants. Je ne suis pas contre l'adoption en général, mais c'est aussi, je pense, une bonne chose que des couples donc qui font face à des difficultés médicales puissent trouver une alternative. Des difficultés médicales, ça s'appelle la réalité biologique des fois. Oui, la réalité est aussi je veux dire, il y a des cas où en effet c'est des. Il y a des hétérosexuels. Il y a des hétérosexuels qui et sont c'est la concernés. majorité d'ailleurs. La majorité, je sais pas. À en croire Marc-Olivier Fogiel. Bon. Grand Marc-Olivier Fogiel donc. Non. Pour la question des couples d'hommes, donc pour la GPA, c'est pas des difficultés médicales, c'est une réalité biologique. C'est une impossibilité. Une impossibilité biologique. Ensuite, faut voir, parce qu'en fait on parle pas du tout, on parle toujours de GPA, mais on parle jamais, si on la met en place, du modèle qui est mis derrière. C'est-à-dire, ce qui me semble extrêmement dangereux, c'est le modèle américain. C'est-à-dire que c'est un modèle où le capital joue une partie très importante. Finalement, c'est une économie, ça devient une industrie comme une autre en fait. Qu'on peut peut-être opposer à des systèmes, il me semble que c'est en Belgique, où la GPA est autorisée, mais seulement de manière bénévole. Et je crois que ça reste dans le cadre de la famille. Donc à ce moment-là, quelqu'un peut porter un enfant pour sa sœur, par exemple. Ce qui semble quelque chose de beaucoup plus sain, en fait, dans l'idée. Alors, dans ces conditions, est-ce que ça voudrait dire que dans ces conditions, vous pourriez être pour?
Je sais pas si je serais jusqu'à pour. Je sais Mais pas. ça vous poserait moins de Ça problèmes. me poserait certainement, très certainement moins de problèmes. Ce qui me dérange en effet, c'est l'idée que ce soit le capital qui régisse cette partie-là en fait. Rioma, sur, pardon, sur l'aspect que soulève Clément, qui est celui du modèle américain qui en effet nécessite de payer pour la GPA, ça vous chiffonne? Alors je pense que la remarque, je trouve que la remarque est intéressante. Après, s'il ne s'agit pas de se mettre en faux avec le modèle de société américaine, mais c'est vrai que dans l'état actuel, en fait, il faut tout simplement des garanties pour que d'éventuels abus soient maîtrisés. Et oui, il faut en tout cas, si un jour la GPA est autorisée, avoir un système de contrôle et de régulation qui me paraît inévitable. Bah après, aux États-Unis, c'est pas présenté comme étant une façon de payer la femme qui va porter l'enfant, mais c'est, je cite, un dédommagement. Non, moi je trouve ça extrêmement pernicieux. C'est la grande phrase de Pierre Berger. Je ne vois pas la différence entre un ouvrier qui prête ses bras pour l'usine et une femme qui prête son ventre pour la GPA. C'est terrible. Et puis je crois qu'il y avait eu ce cas. Alors il me semble que c'était des étrangers qui avaient eu recours à une mère porteuse aux États-Unis. Et donc, il y avait l'enfant qui naissait avait je sais pas, devait avoir un handicap ou quelque chose comme ça. Et ils avaient refusé de le prendre, quelque chose comme ça. Donc, c'est comme s'il y avait, tu reçois ton colis le lundi matin et tu fais, ouais non, malfaçon sur le colis, je vous le renvoie, je le renvoie à l'expéditeur. Enfin, la vision que ça donne de l'enfant, je trouve, est assez terrible, Ouais. assez tragique. Et vous pensez que c'est lié au fait qu'on donne de l'argent pour ça ou pas? Oui, ça en fait partie. Ça veut dire que ça devient un bien comme un autre, puisqu'on a payé pour. Ça devient un bien comme un Ouais. autre. Je vois ce que vous voulez dire. Après, disons qu'on n'a pas attendu la GPA pour voir des enfants abandonnés en fait. Parfois, il s'avère que simplement, il s'agit d'une grossesse non désirée ou tout simplement que la famille n'est pas, la famille, le foyer qui est en train de se constituer fait face à des difficultés. Et voilà, malheureusement, je ne suis pas pour ce genre de choses, je suis pas pour l'excuser, mais tout du moins l'expliquer. Et j'ai l'impression en tout cas que pour ce qui est de la GPA, à contrario, pas l'excuse de la grossesse indésirée ou de quoi que ce soit d'autre. Et donc là, pour le coup, la répression de ce genre de comportement peut être facilitée. Ah oui, ce qui me semble d'autant plus dangereux, c'est que là, l'enfant se retrouve entre une mère biologique qui ne le désire pas parce que ça représente un métier pour elle, ou tout de moins une activité rémunératrice, et de l'autre côté, des parents qui le voulaient, mais finalement non. Enfin, je veux dire, à la place de l'enfant, c'est tragique. Qu'est-ce qui devient en fait cet enfant? Après, j'ai envie quand même de vous faire valoir le fait que pour Yoma, les personnes qui se retrouvent avec des grossesses non désirées et qui n'ont pas recours à l'IVG peuvent aussi avoir accès. En France, il y a un truc qui s'appelle la naissance sous X. Hein. Je le rappelle juste. Hein. Oui, bien sûr. Comment? Oui, j'entends bien. Bon. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur la GPA? J'avais une petite remarque sur allez-y. le dernier élément. C'était donc par rapport au fait que la femme fasse de son corps une marchandise. Après, je pense qu'il y a aussi une forme de... il y a quand même des limites, disons. Alors évidemment que je suis contre une sorte de professionnalisation de la GPA, mais le corps, je pense que l'être humain, en fait, tout simplement le corps de l'être humain a des limites,
et donc que, je vois mal en fait une personne se consacrer exclusivement à, à un travail, à une sorte de GPA, de profession de la GPA, sachant que le corps s'en trouve quand même impacté de manière irréversible. Donc voilà, j'ai plutôt l'impression, en tout cas, pour ce qui concerne les couples homosexuels, que parfois, en fait, c'est entre couples, que c'est une sorte d'accord de bon procédé entre couples homosexuels. Bon, voilà. Après, je j'ai pas encore tous les, je n'ai pas de connaissances sociologiques sur ce genre de choses, mais voilà. Je crois comprendre en tout cas que c'est plutôt une forme de service qui est rendu entre personnes qui se connaissent déjà et non pas entre agents sur le marché. Et bien évidemment, je trouve que si ça finissait par arriver, ça serait quelque chose d'assez dangereux. Enfin, résultat, ce serait pas une légalisation, parce que ce serait pas institutionnalisé, ce serait pas géré par la loi. La loi ne peut pas prévoir ce genre de choses, Ryoma. On est d'accord? J'entends bien. Ouais. Clément, vous vouliez répondre et on va conclure sur la GPA comme ça. Très rapidement, j'entends ce que dit Ryoma, mais il me semble que ça ne correspond pas à la réalité actuelle des choses, du moins aux États-Unis. C'est-à-dire que je pense qu'aux États-Unis, c'est plutôt la vision, c'est vraiment en effet un marché, comme on achète des voitures, comme on achète des paquets de céréales le matin, vous pouvez acheter, comprenez bien. C'est pas j'ai ça. rien dit. C'est presque ça. Vous pouvez vous commander un petit garçonnet. Alors, livré sous 9 mois. On va conclure avec ces paroles. Juste d'un mot pour vous rappeler que les femmes qui veulent porter des enfants dans le cadre de la GPA aux États-Unis sont choisies sur critères. Mais voilà, il y a des critères et n'importe qui ne peut pas. Et ce sont des femmes qui doivent déjà avoir des enfants. Affaire réglée. Un dernier point au sujet de la procréation. Et j'espère qu'on aura le temps ensuite de faire la fin de vie. Le CCNE se prononce en faveur de l'autoconservation des ovocytes pour les femmes. Donc, est-ce que vous seriez pour ou non? Tout à l'heure, j'ai commencé avec Ryoma, donc Clément. Oui, j'y vois aucun problème. Y a rien à dire. Je vois pas pourquoi c'est pas déjà le cas en fait. Ouais. C'est pas déjà légal. Ryoma? Alors après, pour la conservation des ovocytes, est-ce que vous pouvez me rappeler l'objectif, ou en tout cas l'objectif annoncé, ou l'objectif officiel de la mesure? En fait, la demande, c'est que les femmes puissent garder leurs ovocytes si jamais elles ont une grosse opération à faire, s'il y a un risque de stérilité, de garder les ovocytes pour plus tard. En gros, c'est simplifié, ouais. Mais c'est à peu près ça l'idée. Oui, donc ça correspond à ce que j'en savais. Oui, dans ce cas-là, je suis plutôt favorable. Et puis il y a après, je connais mal en tout cas d'un point de vue biologique, mais il y a peut-être j'imagine en tout cas qu'il y a un certain âge, en tout cas que le corps ne peut pas conserver les ovocytes, disons, au-delà d'un certain temps, sachant que une femme va vieillir, au-delà d'un certain âge, en fait, elle n'aura peut-être pas, disons, la possibilité. Oui, il y a la ménopause chez les femmes. De toute façon, on sait que chez les femmes, à partir de 45-50. Non, mais il y a la ménopause à 50, c'est l'arrêt total. Mais déjà, la fertilité, elle décroît très rapidement. Je veux dire, la ménopause, c'est la fin. C'est la fin. Mais déjà, avant, il y a une période où la fertilité décroît. On sait que dans nos sociétés où les enfants, les parents ont leurs enfants de plus en plus tard, il est souhaitable sans doute que les femmes aient accès à des solutions techniques pour pouvoir ordonner les choses dans leur vie comme elles veulent.
d'autant plus qu'on sait que l'arrivée des premiers enfants est sans doute souvent le critère qui fait que les carrières des femmes sont ralenties, des fois stoppées. Donc leur permettre de pouvoir avoir des enfants plus tard, c'est aussi jouer un rôle dans cette égalité salariale, ou enfin dans l'égalité des chances professionnelles. Alors, je vais faire mon good cop, bad cop si vous voulez. Il y a quand même un autre point de cette possibilité d'autoconservation des ovocytes qui, voilà, certains pourraient parler d'abus dans l'éventualité où une femme qui est déjà ménopausée voudrait récupérer des ovocytes qu'elle aurait mis en conservation pour avoir un enfant après la ménopause. Et alors ? Ah bah d'accord, donc vous, ça vous pose non, pas... non, mais Voilà, je veux dire, on pas voit ça, on voit des comment ça s'appelle, des hommes de 60 balais avoir des plus, enfants. Et alors, enfin, je veux dire, c'est après, faut qu'elle je veux dire, c'est pas sans risque. Faut qu'elle considère les risques pour sa propre santé, puisque forcément le corps à cet âge-là n'est plus aussi apte à comment pour la enfant. Oui, c'est ça, pour la maternité. Donc c'est pas enfin je veux dire, c'est pas quelque chose d'anodin. Mais et alors, enfin je veux dire, si c'est le choix que la personne fait, j'y vois pas de problème. Ryoma ? Ben, en fait, ça m'évoquait en fait le clonage, justement, c'est-à-dire que en fait, si une femme qui est déjà ménopausée conserve ses ovocytes, déjà je me demande si quand elle est ménopausée, elle peut donc être Non mais enceinte. pardon, je me suis mal exprimé. Je veux dire, elle les conserve et puis après la ménopause, elle les utilise. Autant, pardon, Mais- j'ai pas été assez clair sur ma question. Mais justement, si elle les utilise, est-ce qu'elle ne doit pas justement passer par une GPA pour pouvoir utiliser utiliser ses ovocytes? Comment ? C'est pas plutôt une PMA ? Une PMA, pardon, excusez-moi. Ça y est un peu différent. Pas forcément, ça peut être simplement une FIV. Si elle a Ouais, c'est ça. Enfin, la FIV, Mais on peut après- considérer que ça fait partie du domaine de la PMA quand même. non. La FIV étant la fécondation in vitro, je le In vitro, rappelle. on rappelle, mais non, pas du tout. Ah bah, bon bah d'accord, je vous crois. non, C'est vous le scientifique. Non, je veux dire, enfin, d'un point de vue, je veux dire, ce qui est le point qui souvent cloche dans la PMA, c'est la question du, enfin, je veux dire, Le don de sperme. c'est le don de sperme, voilà, Ouais. c'est le fait que on prenne un sperme anonyme et puis, enfin, anonyme, entre guillemets, et puis, tac, on est parti. C'est pas, alors que la FIV, pas du tout, c'est C'est le bébé éprouvette, pour faire simple. ouais, c'est ça. Vous avez rien de plus à dire sur ce sujet-là ? Je crois pas. Non ? Bon, bah écoutez, je considère que le thème de la procréation est traité. Donc on va faire la suite, c'est-à-dire la fin de vie. Après la vie, la mort. Bah, c'est comme ça l'ordre, non ? En général. Ouais, en général, ça va dans cet ordre-là. Alors, le Conseil consultatif national d'éthique s'est prononcé, non pas en faveur d'un élargissement, d'une nouvelle loi, mais ce qu'il demande, si on peut parler de demande, que la loi 2016 dite Claes-Leonetti, si je ne me trompe pas dans la dénomination, je vérifie, ouais, Claes-Leonetti, devrait être réellement appliquée car elle ne serait pas complètement appliquée, c'est-à-dire la loi pardon, de 2016 qui a été donc votée par sous François Hollande permet la sédation profonde jusqu'à la mort. Voilà, donc c'est-à-dire uniquement des soins palliatifs jusqu'au décès du patient. Est-ce que pour vous c'est ce qu'il faut ou est-ce qu'il faudrait même aller plus loin jusqu'à ce qui se fait en Belgique ou en Suisse je crois aussi, qui permet donc pour le coup ce qu'on appellerait le suicide assisté pour faire simple. Je
je laisse la parole à, je laisse la parole à Clément. Vous bottez en touche, d'accord. Remise en jeu, s'il vous plaît. Moi, c'est une idée qui plaît beaucoup aux stoïciens que je suis. C'est-à-dire que finalement, l'expression finale de la liberté, c'est de l'individu, c'est son suicide à la fin de sa vie. C'est lui qui décide jusqu'au bout. Donc, je suis pour l'ouverture. Donc, il faudrait aller encore plus loin que ce que dit le CCNE. Oui, je pense. Oui, je pense que c'est nécessaire. Enfin, je veux dire, c'est grotesque cette idée de. Alors, soit la personne est encore vivante et on la débranche et on fait non, c'est pas nous qui l'avons tué, regardez, machin. Ou soit on le laisse en soins palliatifs. Enfin, je veux dire, ça, quel intérêt c'est grotesque. Je veux dire, dans la mesure où on peut laisser la personne, parce que en fait c'est quoi, c'est des souffrances supplémentaires inutiles, parce que finalement la finalité, on sait comment ça finit. Quoi qu'il arrive, ça finit par le décès de la personne. Oui, mais pour d'autres causes potentiellement, pour d'autres raisons, pardon, potentiellement. Oui, enfin. Ça arrive. C'est de dire oh, regardez, il avait un cancer, mais il n'est pas mort du cancer. On lui a pas donné à boire depuis 3 jours, il est mort de soif. C'est pas le coup. Non, mais je veux dire, c'est grotesque. Ryoma ? Oui, alors par rapport au libre arbitre et à la liberté, je suis d'accord que l'on peut élargir, qu'on peut aller donc dans un sens d'une plus grande acceptation de la mort volontaire. Après, c'est vrai que le libre arbitre, en fait, parfois, voilà, l'être humain fait des erreurs, et donc de ce point de vue-là, je pense que oui, il y a une différence à faire. Enfin, il y a des précautions supplémentaires, en tout cas, à avoir dans un milieu médical, sachant que c'est que le milieu, l'environnement médical en soi est aussi porteur d'une certaine pesanteur et d'une certaine d'une présence au monde qui est un petit peu différente de la vie en société. Donc je pense que, et d'un point de vue technique en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de technique qui pose véritablement problème. Mais pour ce qui est de la fin de vie, il y a par exemple, je fais un rapprochement qui va paraître hasardeux, mais par exemple quand on parle des stérilisations volontaires, de personnes qui décident de se stériliser définitivement, parfois il s'avère qu'on ait fait une erreur ou qu'on se soit un petit peu, qu'on ait décidé un peu vite, et c'est vrai que quand il s'agit en plus d'une décision de fin de vie, ça pourrait être dramatique. Ce serait dramatique à mon sens. Clément, oui. On peut imaginer un dispositif dans lequel, si le corps médical estime que la personne en fin de vie est douée de sa raison propre et est capable d'avoir des décisions claires, et voilà, on peut estimer qu'à ce moment-là, la personne a le droit de décider ou non de sa fin de vie. Après, la question, la limite, ce qui va poser problème, c'est dans le cas où la personne, par exemple, imaginons, ait fait un AVC, par exemple, et ne soit plus douée de ses capacités cognitives. Alors là, c'est vrai que la question se pose en effet. Comment ça se faire ça ? Est-ce que le choix revient à la famille ? Le choix, la possibilité, je veux dire. Est-ce que la possibilité peut revenir à la famille, ou est-ce que on interdit de toute manière ? Enfin voilà. Là, c'est le côté plus épineux du problème, je trouve. Mais pour le cas des personnes en mesure, qui ont toutes leurs capacités, moi, ça me semble important de l'ouvrir. Mais justement, ça m'amène à vous poser la question, parce que c'est très exactement ce que j'allais vous demander en fait. C'est pratique. Vous faites les questions avant. Je fais les questions et les réponses en fait. Pratique. Il est génial. Je le garde. Non, pardon. Alors sérieusement, quand on se retrouve avec un cas, je vais vous prendre un cas spécifique, non pas pour débattre du cas en lui-même, mais pour poser le problème. On se retrouve avec Schumacher, par exemple.
qui est depuis 5 ans dans le coma. Il n'avait pas prévu de se retrouver dans le coma. Il n'avait jamais dit débranchez-moi quand je serai plus en état. Et ça fait 5 ans qu'il n'est pas en état d'ouvrir, de l'ouvrir. Alors après, vous me direz, il n'est pas en France. Je crois que c'est en Suisse qu'il est hospitalisé. Néanmoins, dans un cas comme celui-ci, c'est quand même compliqué de se dire... voilà, c'est quand même un cas très très limite non, ici. Tout à fait. Alors, est-ce que il faut laisser à la famille dans ces conditions ? Je dirais non. J'aurais tendance pour le coup à ne pas ouvrir la possibilité dans ce cas-là. Non, je pense que j'aurais tendance à laisser comme ça. Donc en gros, ce qu'il faut pour vous, c'est que dans le cas d'une j'ai plus le mot en tête. Du suicide assisté, mais j'ai horreur de cette expression, je vous prie de m'en excuser. Lors de la consommation de la ciguë. En gros, la seule possibilité pour la rendre légale selon vous, c'est il faut que ce soit le patient qui le demande. Et pour moi, il faut que ce soit la demande du patient et que l'individu soit estimé, enfin que le corps médical puisse dire voilà, cet individu a encore toute sa tête, toute sa raison et voilà, n'est pas et sain d'esprit, c'est relatif, mais et en mesure d'assumer sa propre décision. Ryoma. Oui. Un dernier mot sur ce sujet, parce que je pense pas qu'après, à moins que vous ayez envie de rajouter encore des choses sur la question de la fin de vie, mais je pense que ça va être la dernière prise de parole sur la question de la fin de vie, et même ça va être à peu près la fin de ce débat. Pour conclure sur la fin de vie, je vous laisse taper votre pénalité des 50 mètres. Oui, après, j'ai vraiment toujours une réserve, en tout cas sur le libre arbitre sur le libre arbitre. C'est une bonne chose que la famille, par exemple, que la famille puisse être prévenue. J'ai toujours vraiment, un moment de doute et globalement, disons, je suis plutôt, je serais plutôt content en tout cas que quels que soient les choix qui sont quels que soient les choix auxquels on fait face, on puisse aussi quand même décider de vivre un peu plus longtemps. Après, peut-être que entre les personnes donc qui sont soignées et les personnes qui par exemple sont des personnes âgées qui faiblissent, il y a sans doute une différence de traitement à avoir et je serais quand même assez méfiant si l'on commençait en tout cas à envisager des programmations, en fait, par exemple à envisager à peu près le nombre d'années que l'on a envie de vivre ou envisager à peu près à quelle date donc le service rendu, en tout cas le service sera exigé. Vous vouliez rajouter un mot ? Enfin, normalement c'était le mot de la fin. Un mot. Un mot. Non, la question c'est Fini. pas. Non, pardon. C'est pas vivre combien de temps, c'est vivre comment. Ah, ouais. C'est bien, ça ouvre sur un débat supplémentaire, éventuellement pour plus tard. Messieurs, je vous remercie. On aurait pu traiter tant d'autres sujets parce que dans cette loi il y a tellement d'autres sujets et j'aurais bien aimé qu'on puisse le faire. Peut-être un autre jour on en reparlera, sans doute on en reparlera parce que ce sont des sujets qui sont dans notre société, qui sont dans